Il a existé dans l'histoire du spatial de nombreux lanceurs mythiques et mémorables, comme la très célèbre Saturn V, les fusées Soyouz, Ariane ou encore Vostok et Atlas. Mais parmi tous ces chefs-d'œuvre de l'aérospatial, ont aussi existé d'autres lanceurs qui n'ont jamais réellement abouti. C'est pourquoi, dans ce nouvel épisode des Merveilles du Cosmos, nous allons voir ensemble 3 projets de lanceurs qui ont fini littéralement par être abandonnés. Alors installez-vous bien et c'est parti. On commence avec le premier lanceur de cette liste. Numéro 3 de cette présentation, Europa, le premier projet de lanceur européen. La fusée a été développée par le Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux, European Launcher Development Organization en anglais, prédécesseur avec le Centre européen de recherche spatiale, de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Étant le tout premier essai de lanceur européen, il précède aux lanceurs Ariane, qui eux ont été une réussite incomparable. Ce projet prend ses sources depuis un objectif simple, une indépendance spatiale pour l'Europe dont les satellites pourront être placés en orbite par ses propres lanceurs plutôt que de dépendre des USA ou de l'URSS, deux seules puissances spatiales à l'époque. Le concept était une répartition des tâches entre chaque nation adhérente au projet, chargée d'un étage en particulier de la fusée. Le Royaume-Uni s'occupait du premier étage, dérivé de son missile balistique Blue Streak, dont il avait renoncé à la production pour des raisons financières, tandis que la France puis l'Allemagne s'occupaient du second puis du troisième. L'implication des autres pays se montrait sur d'autres tâches, comme l'Italie, chargée de la construction des satellites expérimentaux. Mais le projet était entaché de nombreux problèmes techniques. Bien que les essais du premier étage aient tous été soldés d'une réussite, et malgré une nouvelle version du lanceur, c'est lors des essais comprenant le second et le troisième étage que les échecs se répétaient. C'est ainsi qu'en février 1973, ce programme pour un tout premier lanceur européen fut abandonné. Trop ambitieux, complexe et cher, il conduisit à un désintérêt pour l'indépendance spatiale européenne pour une partie des pays. Mais c'est le juillet 1973, lors de la 6e conférence spatiale européenne, qui rapprocha les nations séparées par le violent échec du projet, qui fut prononcé pour la première fois les mots Agence spatiale européenne, l'ESA, fusion de 2 centres spatiaux européens, dont l'ELDO chargé du développement d'Europa verrait alors le jour dans le courant de 1974 ou 1975. Son projet principal serait la fusée Ariane, dont le succès mérité déroulerait de ses premiers pas dans un lanceur européen et de ses années de recherche pour Europa, qui ont donné à l'Europe les bases d'un projet plus fiable et plus simple, et a la chance de persévérer pour mener à bien ce rêve d'accès indépendant à l'espace. Nous passons désormais au numéro 2 de cette présentation, Energia, un lanceur lourd développé au cours des années 1970 et 1980 par l'URSS. Si vous ne connaissez pas Energia, peut-être connaîtrez-vous Buran, le programme direct dans lequel Energia était impliqué. Avant tout, un petit rappel de contexte s'impose. Lors de la même époque, les USA développaient leur célèbre programme de navette spatiale, dans l'espoir d'un engin moins coûteux, réutilisable et tout aussi efficace. Leur première navette à être mise en orbite fut Columbia, et prit son envol le 12 avril 1981. Si vous n'aviez jamais entendu avant le nom Buran, vous vous demandez probablement ce que vient faire le programme de navette spatiale américain, et surtout quel est le rapport avec Energia, notre sujet principal. Laissez-nous terminer. De ce programme de navette spatiale américain, l'URSS y aperçut une menace militaire, à laquelle elle a répondu avec son propre programme de navette spatiale, le programme de vaisseau réutilisable Buran. Pour les dirigeants soviétiques, il était essentiel de disposer du même type d'engin, empêchant ainsi aux USA d'avoir un avantage militaire. Ce programme se traduit par le développement de la navette Buran, mais aussi de son lanceur tout choisi, Energia. Il s'agit d'une fusée à part entière. Plus que le lanceur des navettes Buran, il s'agit du nouveau candidat pour le développement d'une fusée extra lourde, autrefois le rôle du lanceur N1 du programme lunaire soviétique. Capable de placer en orbite basse une charge utile de 105 tonnes, il s'agit d'un véritable monstre de classe de la Saturn V. Utile non seulement pour mettre en orbite des navettes Buran, mais aussi pour déployer des satellites ou des stations spatiales. Energia est constitué de 2 étages et dispose de 4 propulseurs d'appoint allumés lors du lancement, ainsi que d'un très gros réservoir central,
portant la hauteur de la fusée à 58,7 mètres, soit plus haut que son confrère transportant les navettes spatiales américaines. Ces choix techniques permettent à la fusée de ne pas être restreinte à la mise en orbite de simples navettes. Energia peut donc être utilisée pour d'autres tâches et est ainsi un atout monstrueux. Le 15 mai 1987 est donc effectué le premier test du lanceur, depuis le site 250 à Baïkonour. Energia transporte alors une charge utile militaire, le satellite Polius, et effectue un vol largement réussi. Cependant, la mission de mise en orbite du satellite échoue. Le coupable est le système de guidage de la charge utile, qui en envoyant Polius dans la mauvaise direction provoque sa chute dans l'océan. Un deuxième test sera réalisé le 15 novembre 1988, et Energia emportera cette fois dans son vol une navette Buran. Tout restera évidemment automatique puisqu'aucun équipage ne sera au contrôle de celle-ci. 206 minutes et 2 orbites plus tard, la navette atterrira à l'aérodrome de Yubileyny sur le site 251. Le vol ayant été un véritable succès pour le lanceur comme pour l'orbiteur. Ce sera le premier vol de la navette et le dernier d'Energia. Faute de budget, le programme est dès lors gelé. C'est suite à la dissolution de l'URSS en 1991 que l'avenir prometteur d'Energia et des navettes Buran part en miettes. Une version Energia M largement allégée apparaît comme une éventualité au futur du lanceur. Mais toujours faute de budget, il n'est pas développé. Le projet reste donc à l'abandon, autant pour le lanceur que pour l'orbiteur, du fait du manque financier ainsi que de la situation politique en URSS, et prend officiellement fin en 1993. Malgré sa réussite totale, le projet ambitieux du lanceur Energia n'aboutira jamais. Un dernier écho au projet surviendra le 12 mai 2002. Le toit du hangar abritant la navette ayant effectué un vol orbital en 1988, situé à Baïkonour, s'effondrera à cause du mauvais entretien du bâtiment, et détruira avec lui la navette ainsi que le lanceur Energia sur laquelle elle était fixée, tuant 7 ouvriers au passage. Néanmoins, les recherches et le développement du lanceur n'ont pas été vains. Verront ainsi le jour de nouveaux lanceurs lourds, dont certaines particularités techniques seront héritées d'Energia. Pour citer par exemple Zenith de la même époque, mais aussi les lanceurs Proton et Angara. Et c'est ici que nous abandonnons les lanceurs russes pour aller jeter un œil aux États-Unis d'Amérique et leur lanceur Ares. Avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, il nécessite à nouveau un petit rappel de contexte. Nous sommes en 2004, et à cette époque, c'est George Bush qui est au pouvoir aux États-Unis. Cela fait 1 an que plus aucune navette spatiale n'a pris son envol depuis celui de Columbia le 16 janvier 2003, qui fut son dernier. Alors que cette situation compte se prolonger pendant plus d'1 an encore, George Bush annonce le 14 janvier 2004 la nouvelle politique spatiale américaine intitulée Vision for Space Exploration, présentant officiellement le retrait des navettes spatiales après la finalisation de l'ISS, pour projeter l'avenir américain vers l'exploration du système solaire avec des vols habités. In 2010, the Space Shuttle, after nearly 30 years of duty, will be retired from service. Our second goal is to develop and test a new spacecraft, the Crew Exploration Vehicle, by 2008 and to conduct the first manned mission no later than 2014. The Crew Exploration Vehicle will be capable of ferrying astronauts and scientists to the space station after the shuttle is retired. La NASA répond alors aux attentes du président avec le programme Constellation, prévoyant premièrement un retour sur la Lune aux horizons de 2020. Pour ce programme ambitieux, la NASA comptera sur le développement de 2 lanceurs indispensables, Ares 1 et Ares 5. Maintenant que le contexte a été présenté, il est temps d'aller jeter un œil à ce que la NASA nous a préparé. Ares 1, référence à la Saturn 1, est le premier et le moins puissant des 2 lanceurs. C'est aussi le projet le plus abouti du programme. Le moteur de son premier étage, RSRM, Redesigned Solid Rocket Motor, est une adaptation des boosters de la navette spatiale. Son utilisation est déterminée à la mise en orbite d'Orion, le véhicule spatial habité destiné à remplacer les navettes dont l'arrêt a été programmé par Bush dans sa nouvelle politique spatiale. Mais aussi et surtout le véhicule spatial habité qui sera le pilier des missions lunaires.
Une version préliminaire du lanceur fut testée le 28 octobre 2009, Ares 1X, afin de simuler les premières minutes de vol du lanceur dans sa version finale. Le premier étage fut récupéré tandis que le second, ainsi que le vaisseau Orion, n'étaient que de simples simulations factices. Ce fut l'unique vol du lanceur. Ares 5, référence cette fois à la Saturne V, de la même classe, est le deuxième des lanceurs Ares, et devrait être le plus puissant jamais construit, place qui est toujours conservée par la célèbre fusée des missions Apollo dont provient son nom. Il aurait d'ailleurs dû être plus grand qu'elle dans sa version allongée, puisque celle-ci culminait à 106 mètres. Ares 5 partage la même stratégie de développement qu'Ares 1, puisqu'il utilise de nombreux composants déjà existants. Son premier étage est par exemple constitué d'une structure centrale directement dérivée du réservoir externe de la navette spatiale et propulsée par 6 moteurs à hydrogène et oxygène liquide, et est flanqué de 2 propulseurs d'appoint dérivés eux de ses boosters. Ils sont d'ailleurs semblables au premier étage d'Ares 1, qui, comme nous l'avons dit précédemment, est aussi une adaptation des boosters de la navette américaine. L'étage supérieur d'Ares 5 utilisera lui le même moteur que le second étage d'Ares 1. Le lanceur permet la satellisation de la charge utile de la mission, ainsi que du module lunaire Altaïr, capable de faire allunir 4 astronautes, et doit être suivi d'Ares 1 qui lui mettra en orbite Orion et son équipage. Ceux-ci viendront rejoindre le second étage d'Ares 5 ainsi qu'Altaïr, et les deux vaisseaux seront ainsi éjectés en orbite lunaire par l'étage supérieur d'Ares 5. Mais le programme Constellation fut confronté à de nombreux défis techniques, budgétaires et calendaires. C'est pourquoi, lors de l'arrivée au pouvoir de Barack Obama en janvier 2009, un comité d'audit officieusement connu sous le nom de Commission Augustine fut créé afin d'examiner le programme spatial habité américain, en particulier le programme Constellation, dans le but de déterminer si ce dernier serait capable de surmonter ces défis et quel serait son avenir. Ce comité comprenait 10 membres au parcours professionnel divers, incluant entre autres des scientifiques, des ingénieurs et des astronautes, et a finalement relevé un important fossé budgétaire, qui devrait être comblé par des fonds supplémentaires ou bien un programme bien plus modeste nécessitant peu ou pas d'exploration. Il ajoutera à ça qu'il pourrait exister de nombreuses opportunités intéressantes pour l'exploration spatiale habitée, si seulement les fonds nécessaires étaient mis à disposition, et précise que ce n'est pas impossible si la NASA opère de changements importants et fournit un plus grand investissement. C'est suite à ce rapport final du comité que Barack Obama proposera le 1er février 2010 l'arrêt du programme Constellation, confirmé officiellement le 11 octobre de la même année. C'est ainsi qu'Ares 5, le lanceur qui allait devenir le plus puissant au monde, ne vit jamais le jour, et que le projet des lanceurs Ares fut abandonné, au même titre que le programme en lui-même. Artemis 1 will restore America's ability to reach the moon with systems built for humans. Pourtant, les USA n'ont pas abandonné leurs rêves. Un nouveau programme aux mêmes ambitions d'exploration est aujourd'hui en place, le programme Artemis de la NASA, visant à envoyer un homme et une femme sur la Lune aux horizons de 2024, afin de préparer le futur voyage vers Mars. Retrograde orbit. With systems checked, the engine will once again fire to exit lunar orbit and set Orion on a path back to Earth. Pour cela, un nouveau lanceur lourd, tiré du développement d'Ares 5, Space Launch System, prendra la place des lanceurs Ares dans la reconquête de la Lune, accompagné bien sûr du vaisseau Orion dont le projet n'a pas été abandonné. Mais ceci est une autre histoire qui mérite une vidéo entière pour la raconter. Merci à vous d'avoir suivi ce voyage dans le temps et l'histoire. C'est la toute première fois qu'on teste ce type de format pour la série, alors on espère que cela vous aura plu. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce vers la lune, partager les vidéos et regarder les anciens épisodes disponibles sur la playlist affichée. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien et faites de beaux rêves.